Auditeurs de la 87.0 FM, bonjour, bienvenue à notre randonnée. C'est l'entretien tel qu'annoncé avec le maire de la commune d'Obala, dans sa double casquette de maire et président de la section RDPC Léké-Est. Il est bel et bien installé dans ce studio blanc de Radio Eding, Simon-Pierre Ediba. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, tu me permettras de dire bonjour à toute la population d'Obala, cette belle commune où les gens travaillent beaucoup. En cette période de vacances, les mamans vont au champ accompagnées par leurs enfants pour récolter et le maïs et les arachides pendant que d'autres continuent en ville de se débrouiller par le petit commerce, le tourisme et bien d'autres activités génératrices de revenus qui font d'Obala une grande destination. Donc, je salue toutes mes populations. Il faut dire que dans un premier temps, on va faire l'émission en français. On tient aussi à ce que les communautés de la Léké puissent s'identifier à travers la langue de la radio communautaire. C'est en étant. Donc on va faire un petit résumé à la fin. Nous allons aborder dans un premier temps des questions d'actualité, même si nous ferons toujours le lien avec la commune que vous dirigez. Dans un second temps, nous parlerons justement des activités de la commune d'Obala. Et après, nous questionnerons le président de la section RDPC Léké-Est dans ses activités, dans la vie politique du parti. Pourquoi peut-être pas se projeter sur la prochaine élection présidentielle. En tout cas, c'est un bâton rompu qui est parti pour 1h30 avec monsieur le maire qui va se plier à cet exercice. Alors monsieur le maire, si nous rentrons de plein pied sur des questions d'actualité, le 11 juillet dernier s'est tenue une grande cérémonie du côté de Meyo. Nous sommes là dans l'arrondissement de la Mefou et Afamba, sur le tronçon Olembe jusqu'à l'échangeur trompette de Onkolmelen. Il est annoncé des travaux d'élargissement de la voie pour une durée de 30 mois qui va pouvoir permettre à ce que l'entrée nord de la capitale soit fluide. Au-delà de la route, c'est carrément le développement d'Obala qui est en train d'être déployé à travers ce projet. Mon cher frère Mevo, tu me permettras de te tutoyer. Il n'y a pas de souci, monsieur le maire. Et de me féliciter de cette belle initiative, parce que ça ne court pas les rues. Et nous pensons toujours que c'est les autres qui peuvent le faire. Votre radio m'intéresse. Elle m'intéresse parce qu'elle informe et forme les populations sur leur vie quotidienne. Et je voudrais profiter donc de cette radio pour informer aussi les populations qui ont besoin de la bonne information. Vous savez que nous sommes au moment où les réseaux sociaux sont mal. Ils racontent n'importe quoi et parfois déroutent les populations. Donc vous me posez une question qui est une question de développement. La route Obala-Yaoundé en plusieurs voies. Les travaux ont été lancés le 11 juillet en présence des bailleurs de fonds et du maître d'ouvrage qu'est le ministre des Travaux publics. C'était une très belle fête qui a fait courir Obala, Soa et même Yaoundé, parce que ces trois localités-là sont concernées. Et c'est pas une histoire qu'on raconte. Il y a quelques mois, quand le gouvernement procédait à l'inauguration de l'échangeur trompette, beaucoup ont pensé que c'était une autre histoire. Quand on leur disait, à partir d'ici jusqu'à Yaoundé, vous aurez plusieurs voies. Vous aurez plusieurs voies. Et c'est acté. Les bailleurs de fonds ont trouvé de l'argent. Le gouvernement a fait le nécessaire et le président de la République a autorisé que ces travaux démarrent. Et ils démarrent par une entreprise, Arab Contractors, qui a commencé les travaux dès le 11 juillet. Vous verrez donc que, partir d'Obala pour Yaoundé, vous n'aurez qu'à faire 20 ou 15 minutes. Ça dégage le trafic, ça fluidifie le trafic. Et quand le trafic est fluidifié, n'importe comment, l'économie locale se porte mieux. Nous pourrons donc écouler nos produits à Yaoundé et Yaoundé pourra également se ravitailler à Obala. Donc c'est dit que le gouvernement de la République pense ces travaux,
pense ces projets et fait tout en son temps. Nous n'avons pas besoin de crier sur les toits pour que cela soit fait. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, ces travaux sont engagés. Ces travaux sont engagés et dans 30 mois, nous aurons une route comme on en trouve ailleurs dans les pays développés qui fera l'économie locale et qui fera un trafic qui pourra atteindre les pays sans littoral que sont le Tchad et la République centrafricaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle, Monsieur Mevor. Il faut que les populations se rendent compte que le gouvernement travaille, que la politique du président Paul Biya est d'atteindre l'émergence en pensant à chaque localité. Parfois, certaines affaires traînent. Ce n'est pas par la volonté du chef de l'État, c'est tout simplement parce que il y a quelques circonstances qui ne permettent pas que les choses aillent vite. Et vous avez la preuve que ces travaux ont démarré et la République s'en réjouit, la localité Obala s'en réjouit, la localité de Soa s'en réjouit. C'est la Léquié qui gagne et c'est le Cameroun qui gagne. Monsieur le maire, vous reprenez au mot à cet événement, vous dites c'est le développement de l'arrondissement de Bala qui est en train de s'épandre à travers, je vous cite, quelques projets qui sont des projets connexes à la route, 8 km entre village Nkondibi jusqu'à Etaka. Il y a aussi 4 km pour Nkomtou 2, 4 salles de classe, 2 en Nkomtou 2 et 2 à Etaka. Les points d'adduction d'eau potable, des échangeurs simplifiés, un ensemble d'infrastructures sociales qui viennent donner une embellie aux populations de l'arrondissement ou de la commune dont vous êtes le maire. Je n'ai pas voulu aborder les questions purement techniques, mais il faut que les populations le sachent. Quand un projet comme celui-là traverse une localité, il y a des retombées. Pour la route qui va coûter 27 milliards, il y a au moins 2 milliards qui seront dégagés pour faire des salles de classe dans certains établissements, pour des adductions d'eau à réhabiliter, pour la voirie et pour les centres de santé intégrés. Et Nkomtou bénéficiera, puisque vous avez évoqué Nkomtou bénéficiera de ces infrastructures connexes. Donc, centre de santé intégré, voirie municipale, salle de classe et bien d'autres infrastructures qui seront réalisées par l'entreprise qui réalise les travaux. Donc, ce n'est pas des marchés qu'on va passer à côté pour dire que est-ce que ça va se faire. Donc, l'entreprise qui va réaliser les travaux va également réaliser les investissements qui sont des infrastructures communautaires. Donc, c'est un grand bénéfice. Et vous voyez que quand ces localités bénéficient de ces infrastructures, on améliore le cadre et les conditions de vie et on génère des activités qui peuvent produire de l'argent pour permettre aux populations d'élever leur niveau de vie et donc d'améliorer leur cadre de vie. J'imagine que vous avez participé au moins à l'étude de ces travaux, bien ça vous a été présenté en tant qu'autorité de l'une des circonscriptions par laquelle la route passe. Oui. Voilà. Alors, je voulais savoir s'il y a un impact au-delà de ces infrastructures sociales qui seront implantées dans ces différentes localités que vous avez citées. Est-ce qu'il y a un impact, je prends par exemple la route ou alors le transport au Bala-Yaoundé? Bien évidemment. Vous savez que quand les infrastructures routières sont bonnes, la circulation est bonne et même les tarifs sont revus. Parce que une voiture qui va à Yaoundé qui fait 20 minutes n'exigera pas qu'on paye un tarif de 50 minutes. Par exemple. Même si c'est par kilométrage. Le véhicule sait qu'il va vite et il revient vite. Sans encombre. Ça permet donc qu'il fasse plusieurs tours. Et il ne va donc pas exiger des sommes faramineuses aux usagers. De même, quand ces infrastructures sont construites, on imagine que les populations riveraines peuvent s'organiser à mieux élaborer
leurs projets commerciaux et également à mieux faire écouler leurs produits d'un côté et de l'autre. Ça permet également que ceux qui sont ailleurs viennent visiter Obala et faire leurs courses en très peu de temps et repartir sur Yaoundé. Donc, tout est bénéf dans ce genre de projet, monsieur Mouvo. Je pose la question parce que j'ai discuté avec un chauffeur. À l'analyse, les cars risquent de ne plus être le moyen de prédilection. Est-ce qu'on n'est pas à l'avènement de la fin des cars? Parce que, comme vous l'avez dit, en 20 minutes, personne ne saurait attendre 30 minutes pour un voyage de 20 minutes. Peut-être ce sont les petites voitures qui vont faire, et peut-être la commune pourra peut-être réfléchir sur comment accueillir ce nouveau mode de transport. C'est une affaire que nous accueillons avec beaucoup de joie. Plus facile d'arriver à Yaoundé. Va continuer à travailler, mais il va s'arrimer aux exigences. Il va s'arrimer aux exigences et il va faire une meilleure offre. S'il veut continuer d'exister. S'il veut continuer. Parce qu'il faut dire que les taxis s'arrêtent, je crois, au marché. Et si la route est ouverte, on a bien peur que leurs activités soient menacées. Il y a quelques années, monsieur Mevo, le ministère des Transports a libéré la voie pour les taxis jusqu'à Obala. Je crois que ce qui gêne un peu maintenant, c'est le péage. C'est le péage. Parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts en payant le péage. Mais avec la route, qui serait très belle, je crois que même ces cas auront du plaisir à payer le péage parce qu'ils généreront beaucoup plus d'argent. Okay. Quand je vais dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des péages en plein Abidjan et les taxis traversent ces péages et font toujours des bénéfices. Donc la modernisation du transport, la modernisation des infrastructures emporte également la modernisation et l'embellie de l'activité. Donc il faudra simplement faire des bonnes études du marché. Tout à avant fait. Tout à fait. Et les cars seront toujours neufs et les cars seront toujours beaux. Quand vous voyagez dans de bonnes conditions, bon, vous pouvez aussi payer parce que vous voyagez en business. Donc, ça ne vous fait pas mal de payer le bon prix. Le bon prix parce que vous voyagez dans de bonnes conditions. Oui. Alors, le corollaire de cette route ouverte, et quand vous avez parlé de développement, on vous a vu venir, c'est que, par exemple, Obala sera la banlieue de Yaoundé. Exactement. Notamment, les espaces et les populations avec une masse critique économique pourront peut-être s'installer, pas peut-être. On a déjà vu l'expansion du côté de Nkomtou. Et Obala sera ouvert. Vous le savez déjà quand même, hein? Obala est la métropole de l'Ariké. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Et il deviendra la vraie capitale. Donc, les investisseurs pourront venir s'établir à Obala, construire de beaux hôtels, construire de beaux restaurants, construire de beaux points d'attraction pour les enfants et pour les adultes. Ça fait donc que Obala aura beaucoup de visiteurs qui viendront laisser un peu d'argent à Obala et ça fera que l'économie locale va se développer et il y aura certainement à voir et à prendre à Obala. Ok. Alors, avec votre réponse, vous avez embrayé sur la seconde partie, en tout cas, la seconde question sur une autre actualité. C'est monsieur le maire, nous sommes là à l'installation du chef de groupement de Nkomtou, Sa Majesté Joël Atangana, et vous avez l'honneur d'ouvrir, comme vous êtes grand orateur, d'ouvrir la cérémonie avec un mot introductif, mais, pardon, vous n'êtes pas allé psychiatre le chemin pour donner les intentions de l'homme politique que vous êtes, de voir toutes ces infrastructures transformées aussi de façon structurelle, l'arrondissement de Bala et la commune. Vous dites, je cite encore, Nkomtou mérite d'être un arrondissement et par ricochet Obala, le chef d'un département. Alors, sur cette question, qu'est-ce qui vous inspire? Alors, monsieur le préfet m'a pratiquement tiré les oreilles en me disant, mais monsieur, je suis chez vous. Vous ne pouvez ne pas me dire le mot de bienvenue que je n'avais pas préparé. On ne l'a pas senti. J'étais ému.
il y avait du monde nouveau. Et quand vous avez vu le monde qui est meublé, c'est tout l'établissement de la Ligue qui était là. Alors, ça n'avait pas l'air d'une affaire d'un groupement. C'était plutôt une unité administrative réunie. Bien sûr. Qui s'est donné rendez-vous. Qu'est-ce que je pouvais dire à monsieur le préfet, ma tutelle? Je lui ai dit, monsieur le préfet, vous constatez par les faits. Constatez par vous-même que ça, ce n'est plus un village, ce n'est plus un groupement, c'est une unité administrative. Alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur le préfet, pour rapprocher davantage les populations de l'administration? Alors, monsieur le préfet, on n'a pas besoin d'une raquette. Regardez les contours de cette affaire. C'était quelque chose de spectaculaire. Oui, d'ailleurs, les populations n'ont pris à... Tout le département était là. Tous les arrondissements étaient représentés. Tout le groupement de Nkombtu était présent. Toute l'élite était là. Toutes les couches sociales étaient là. On estimait à environ 10 000 personnes ceux qui sont venus à ce rendez-vous. Alors j'ai vu monsieur le préfet hocher la tête. Comme pour dire, monsieur le maire, les faits sont têtus. Vous avez raison. Mais je suis allé plus loin. J'ai même oublié que le préfet était assis. Je lui ai dit, si vous créez à travers le chef de l'État, si vous créez une unité administrative ici, c'est-à-dire un arrondissement, vous serez amené à créer un département. Un autre département. Et ça n'a peut-être pas amusé le préfet parce qu'il est chef de département. Il veut avoir son grand département. Mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Qu'est-ce qui empêche qu'on va la devienne un département et que la Léquier soit une grande localité avec plusieurs départements? Les populations sauront que le président Paul Biya sait qu'elles sont là et qu'il peut compter sur eux. Ça développera davantage nos localités. Ce n'est pas la sédition. Non, monsieur le préfet, c'est plutôt une façon de dire que vous travaillez bien. Vous êtes dans la Léquier depuis 12 ans et vous avez fait développer la Léquier au point où des localités comme Kovutu sont aujourd'hui considérées comme des unités administratives. Alors, je pense que c'était une bonne occasion pour rappeler au préfet, à monsieur le préfet, qu'il est à la tête d'un très grand département stratégique qui peut donner naissance à d'autres départements et continuer à soutenir la politique du président Paul Biya qui vise à atteindre l'émergence et à changer, à transformer le cadre et les conditions de vie des populations de la Ligue. Je crois que cela a ouvert un débat. Cela avait un nouveau débat que nous avons tenu ici à la radio pour écouter après votre intervention les populations. Tout le monde est favorable à l'idée. Du fait, premier point du Nkombtu a désormais les problèmes urbains. Mieux que la plupart des villages. C'est-à-dire en termes d'ordures, en termes d'accueil de population, en termes de production d'un certain nombre. En termes de communautés diverses qui y vivent. Vous avez parlé de la dimension cosmopolite à ce jour-là. Donc les faits sont, tels que vous l'avez dit, ils sont têtus. Mais est-ce que vous avez déjà fait, je ne sais pas, dans l'établissement politique, cette matrix, à quoi pourraient ressembler ces départements au-delà de l'effet d'annonce? Bon, il ne me revient pas de le dire ici, mais c'est stratégique. Tous les éléments qui concourent à l'élaboration d'une nouvelle carte administrative
de la Liké, tous ces éléments-là sont réunis. J'ai dit, ce n'est pas de la sédition. Parce que ailleurs, Monsieur Movo, Oui. je suis allé ailleurs. Hein. Les départements, c'est presque sur un mouchoir. À l'ouest, par exemple. Oui, je ne veux pas citer l'ouest. Mais tout le monde Mais sait que l'ouest est... c'est sur un mouchoir. Vous avez autour de 400 km², vous pouvez avoir 3 départements. 3 départements. Alors qu'au Balasseur est à 456 km² et ne représente qu'un arrondissement. Un arrondissement. Avec une population dense. Cette superficie que je viens de vous donner est répartie entre 3 départements. 3 départements. Je crois que c'est la voix dit de la sédition. Vraiment, nous le méritons et je pense que le gouvernement de la République en est conscient et prête une oreille attentive à cette demande. Sur cette question, est-ce que vous avez déjà, c'est vrai que vous ne voulez pas beaucoup vous prononcer sur la suite parce que c'est stratégique, le nom de ce département? Monsieur Mevo, si vous voulez que je revienne 10 ans ou 15 ans... Ça avait fait débat. En arrière, nous avons eu des réunions avec la plus haute autorité de l'administrative de la Liké. De la Liké. Des choses ont été dites. Il ne me revient pas de révéler cela ici. C'est un dossier qui est bien connu de l'administration. Bien sûr. Ce n'est pas une demande fantaisiste. Et je pense que, comme l'administration sait faire ces choses, ce dossier avance sans que nous le sachions. Parce que ce dossier a été initié. Ok. Voilà, vous avez dit... comme et je dois dire que la Liké ne prendra rien à personne. Bien sûr. Obala ne prendra rien à personne si cette cartographie est revue. Au contraire, la Liké sera beaucoup plus forte, Obala sera beaucoup plus forte et le Cameroun en tirera meilleur profit. Ok, vous l'avez bien dit. On va d'abord s'arrêter là, espérant que les jours à venir, l'histoire retiendra, si cela est réalisé, que c'était l'une des volontés d'un homme qui, au-delà des vœux, s'est prononcé officiellement en courant tous les risques, parce que il faut dire là que vous faites cavalier seul. C'est une question qui est... J'ai pas suivi quelqu'un d'autre porter ce... Oh, vous savez, hein, les Camerounais respectent les institutions et ils sont républicains. Ils savent que d'en haut, cette affaire est connue. Et ils n'attendent que la résolution. Et je ne crois pas qu'on m'ait jeté de la pierre quelque part. Non. Parce que j'ai porté la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Et ça n'a rien à voir avec les mauvaises pratiques dans une république. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas là pour diviser la république. Nous sommes là pour renforcer la république et lui donner toute la force qu'elle mérite pour que les institutions soient encore plus solides. Vous faites bien de le dire, parce que, comme vous l'avez dit au début, ça n'enlèvera rien. Ça n'enlèvera rien au Obala, n'enlèvera rien à qui que ce soit. Donc, un département sera plutôt que bénéf. Alors, restons en Komtou, qui est une véritable attraction aujourd'hui. Et vous y êtes presque régulièrement. Komtou devient un pôle important pour la commune. Est-ce que la commune s'est préparée à avoir autant de pression, voire, vous l'avez dit, démographique, un certain nombre de structures qui sont installées, les populations? Comment la mairie la configure? Est-ce que ça a changé la configuration de la mairie d'Obala? Je dois dire que nous n'étions pas très préparés. C'est un phénomène qui nous a un peu surpris. Vous savez que Nkomtou, le groupement Nkomtou a une douzaine de villages. Et il existait un marché qui était dominical. Parce que c'est le jour du dimanche que nos mamans allaient vendre la banane et le manioc après la messe. Après la messe. Mais Yaoundé étant cet tentacule,
Et nous voyons qu'à partir de Yaoundé, ça commence à s'étendre jusqu'en Komtou et à Obala. Et les populations sont hospitalières. Elles ont accueilli tous leurs frères et sœurs venus d'ailleurs qui se sont établis. Yaoundé avance. Et Komtou, Obala est juste à côté. Donc, on a essayé de voir la réorganisation dans nos villages pour que ceux qui dirigent les villages tiennent compte de cet accroissement ou de cette croissance démographique en faisant un certain nombre de travaux. Bon, il y a des lotissements qui sont faits, mais à titre privé, qui permettent donc d'abriter le flux important des populations. Et au niveau de la municipalité, nous avons été obligés, pour ce qui est du marché, de solliciter une ardoise foncière qui nous permet aujourd'hui de penser la modernisation du marché de Komtou qui a une forte demande. Et nous avons reçu, grâce au ministre du cadastre, du domaine du cadastre et des affaires foncières, une superficie sur laquelle nous sommes en train de travailler pour attirer les financements qui nous permettront donc de construire un marché moderne. Mais le phénomène est tel que quand vous passez en Komtou, vous avez l'impression que tous les jours, les gens y arrivent et s'installent au point où le marché devient étroit. On ne trouve plus assez de place pour les commerçants et parfois c'est à qui mieux, mais nous essayons quand même de réguler. Si vous passez seulement 2 jours sans enlever les ordures en Komtou, vous aurez l'impression que vous avez passé 6 mois. Parce que ça produit des ordures tous les jours. Nous avons mis en place des comités locaux qui essaient de travailler au niveau du marché et au niveau des quartiers pour essayer d'alléger la tâche à la commune. Bientôt, la police municipale et le service d'hygiène vont être développés pour prendre en compte ce flux important de populations qui sont installées en Komtou et qui va à leur occupation. Parfois, vous avez l'impression que la route est barrée en Komtou. Clairement, parce que le taxi doit faire un tour. Elle est barrée parce que les taxis arrivent, les véhicules arrivent, les usagers arrivent. Il faut réguler. Et c'est une nationale. Et c'est la route nationale numéro 1, vous savez. Bien sûr. Donc, c'est un travail qui est en cours. On fera avec le conseil municipal quelles sont les mesures additionnelles à prendre pour que les choses se passent bien et que les gens se sentent à l'aise en Komtou et à Obala en général. On va comprendre par là que Komtou devient une attraction pour la mairie et en même temps c'est aussi une nouvelle poche. Komtou est une ville. Même sans être une unité administrative, Komtou est une ville. Les capitaux sont importants en Komtou. Parce que quand vous avez plus de 10 000 habitants qui sont installés régulièrement sur un territoire régulièrement, vous avez une ville. Une ville. Donc vous devez mettre en œuvre tout ce qu'une ville doit faire pour mettre les gens à l'aise. Ce n'est pas facile. Il faut le faire. Mais il faut le faire avec le concours des populations elles-mêmes. Ok, nous vous souhaitons beaucoup de courage parce que avant on n'avait que la ville de Bala. Maintenant que vous avez 2 pôles économiques très importants, c'est pas pour négliger les autres qui sont à côté. Nous avons le pôle Bingana qui aujourd'hui n'est plus qu'un simple carrefour. C'est encore notre pôle qui se développe. Il y a, j'étais indigne, il y a pas longtemps,
il y a quelque chose qui est en train de se dessiner là-bas. De plus en plus, c'est carrément l'émancipation de ces communautés-là. Monsieur Mavo, vous savez que quand les gens passent à Ombol Bingana, ils croient que c'est Oubala. Bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'intérieur. Quand ils passent en Komtou, ils croient que c'est une ville. Quand ils passent à Minjomo, justement, c'est une ville. C'est une ville. Minkama, c'est une ville. Et faux. C'est une ville. C'est une ville. Ndinding. Un gros groupement qui prend les allures d'une ville. On a trouvé que Ndinding avait les problèmes d'ordure et du coup on était étonné que ça... Il y a du monde à Ndinding. Et ça, il faut vraiment un travail d'organisation. Et je pense que le gouvernement a vu juste en créant des comités de quartier et de village. Ces comités de quartier et de village seront comme des petits conseils municipaux, des petites assemblées qui vont réguler la vie quotidienne dans les villages et donc prêter une main forte aux communes pour que tout se régule. Donc, vous avez là des pôles de développement, Kolmelen bientôt. Bien sûr. Vous avez là des pôles de développement qui doivent faire l'objet d'études approfondies pour une meilleure régulation. Ok. Monsieur le maire, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet de l'an de grâce 2024. Nous sommes dans un entretien tête-à-tête avec le maire de la commune d'Obala qui répond à une invitation à sa double casquette de maire et président de la section. Nous apportons les secteurs de l'actualité, en tout cas qui a prévalu ces derniers temps dans l'arrondissement d'Obala, dans la commune qu'il dirige. Et là, nous étions du côté de l'émancipation économique de certaines localités, donc comme tout était de proue. Alors revenons au centre-ville d'Obala, où la commune est en activité. Un certain nombre de chantiers sont lancés ça et là, et le plus visible est celui de l'amélioration de l'image du marché central d'Obala, qui fait peau neuve avec une fière allure, avec des bâtiments qui sont venus changer carrément la vitrine de ce marché, et bien à côté d'autres infrastructures, en tout cas d'autres investissements qui sont en train de pousser des terres. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait à Obala, au centre-ville d'Obala? Oui, vous savez, Obala est une ville carrefour. Et tout le monde passe par Obala. Ceux qui vont à l'ouest, ceux qui vont au nord, ceux qui vont à l'est, et ceux qui vont au Tchad et en Centrafrique. Il est donc indiqué que cette ville soit une vitrine et qu'elle reflète le savoir-faire des gens d'Obala. Nous avons laissé un peu de désordre, mais nous avons appelé les commerçants, nous les avons invités à revoir un peu le look. On ne peut pas passer au centre-ville d'Obala comme si on était dans une écurie. Beaucoup sont venus nous rencontrer et ont pris l'engagement de réhabiliter et de mettre en harmonie certains édifices. Nous avons commencé cette expérience et à un moment donné, on a cru que les gens n'allaient pas adhérer. Ils sont plutôt venus nombreux et dit: Monsieur le maire, nous sommes partants pour que notre ville soit belle, qu'elle ne ressemble plus seulement à une poubelle. Et la mairie n'a pas toujours les moyens de construire des édifices pour mettre à notre disposition. Donc nous-mêmes, nous nous engageons sous le contrôle de la mairie. Nous avons saisi l'autorité administrative. Nous lui avons dit, dans le cadre de cette lutte contre le désordre urbain, on va entreprendre un certain nombre de travaux. Et je crois que nous avons été entendus et ces travaux se poursuivent. Et ils se poursuivent à côté des autres travaux. Vous avez une belle gare routière à Obala. Nous invitons seulement nos frères transporteurs de respecter
cette installation. Parce que ailleurs, vous ne trouvez pas ce genre d'installation. Donc, qu'ils prennent leur avenir en main, nous ne leur faisons pas du mal. Et d'ailleurs, autour de cette gare routière, nous poursuivons la construction des boutiques et autres commerces, même si nous rencontrons la résistance des riverains qui n'ont pas compris que c'est dans leur but. C'est dans leur but et c'est dans leur c'est à leur bénéfice, dans leur intérêt que nous le ferons. Et ils verront que de semaine en semaine, de mois en mois, Obala sera transformé et ce sera une destination courue. Donc, ces travaux-là participent du meilleur ordre urbain et de l'amélioration de la physionomie de notre ville et même du développement de l'économie locale qui est tenue par les ressortissants d'Obala eux-mêmes. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a une philosophie derrière? On a vu par exemple qu'au marché central, vous me direz que le marché est peut-être plus productif qu'à la gare routière. La même activité, la même opportunité, vous l'avez donnée du côté de la gare routière, mais on n'a pas le sentiment que à la gare routière, on a des gens qui investissent tout autour pour mettre finalement un enclos tel qu'il s'est fait du côté du marché d'Obala. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a 2 opérateurs déjà qui font de gros investissements là-bas. Il y en a qui frappent à la porte. Nous sommes en train de les encadrer et nous leur expliquons le bien fondé de... Nous leur expliquons le bien fondé de cette activité. Parce que c'est quand on aura mis la gare routière en sécurité totale qu'il n'y aura pas de vol, qu'il n'y aura pas de désordre et que les gens feront leur commerce sans être perturbés et ils gagneront davantage leur vie. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas inutile. Monsieur Ben, pourquoi ne mettez pas un concessionnaire à la gare routière? Pour que ça aille peut-être vite, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra financer, atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Toutes ces réflexions sont engagées. Mais nous faisons d'abord ce que nous avons à faire au niveau du conseil municipal pour que l'essentiel soit sauf. On verra donc si, avec des partenaires privés, nous pourrons améliorer l'existant et donc offrir une meilleure plateforme, un meilleur, je veux dire, un meilleur pôle économique. Parce que, rendez-vous compte, M. Movo, Obala a en son sein déjà plus de 70 000 habitants. C'est-à-dire ceux qui vivent dans la ville d'Obala. C'est l'une des rares densités dans la région du centre, dès qu'on enlève les grandes villes. Ça veut dire que c'est un marché important. Et si tu ajoutes à ça ceux qui viennent des autres agglomérations et ailleurs, Obala, c'est un marché de près de 300 000 habitants. 300 000 habitants. Donc, il faut investir. J'encourage mes frères à investir. C'est l'investissement qui apportera la richesse. La richesse. Ce n'est pas parce que le maire a construit l'hôtel de ville que Obala sera riche. Non. Construisez les hôtels, construisez les commerces, construisez les restaurants, construisez les points d'attraction, construisez tout ce qui peut permettre aux populations d'Obala d'être à l'aise et de faire leurs courses sur place sans aller à Yaoundé. Voilà, je crois que le mot est dit. Et ça m'amène quand même à vous poser la question. Est-ce que vous avez un relationnel préférentiel avec justement les partenaires économiques, les partenaires sociaux qui investissent dans la localité? Il n'y a rien à négliger dans ce cadre-là.
D'abord, vous savez qu'Obala est un laboratoire du vivre ensemble. Bien sûr. Tous nos frères qui viennent d'ailleurs constituent pour nous une richesse. Vous voyez la bonne viande qui est vendue à Obala. Ce sont nos frères qui viennent d'ailleurs. Il faut leur donner l'occasion de mieux s'exprimer. Vous voyez les denrées alimentaires. Ce sont nos propres frères et sœurs qui cultivent partout. Vous avez même des mastodontes qui se forment. Je ne vais pas le citer, mais j'ai un frère ici à Bilone qui fait rêver. J'ai vu des gens venus d'ailleurs pour venir voir ce que M. Lungier fait à Bilone et à Obala. J'ai vu des gens venus d'ailleurs vouloir faire ce qu'il fait. J'ai vu des Blancs venus d'Europe pour construire des usines. Et nous les encourageons. Il y a une chocolaterie qui va naître En Colmelen. en Colmelen. Et cette chocolaterie produira du chocolat supérieur qui sera vendu en Union européenne. Et cette chocolaterie donnera du travail aux jeunes, formera des jeunes, achètera de la fève rouge aux cacaoculteurs. J'ai vu d'autres qui s'installent, des grosses stations, des usines qui s'installent et qui bientôt feront le bonheur de la jeunesse qui n'a pas de travail, qui n'a pas de métier. Et j'en connais qui cherchent à me rencontrer parce qu'ils estiment que Obala est une terre d'accueil, est une terre fertile. Donc, quand on a tout cela, ce que je peux dire, c'est que la seule chose qui nous reste, c'est de nous mettre ensemble, nous, fils et filles d'Obala, sans distinction, que nous nous mettions ensemble au-delà de nos différences, que nous ne menacions pas les intérêts des autres qui veulent investir, mais que nous restions républicains en respectant les règles de bienséance et les règles de bienséance et de la contradiction dans le respect. Oui, voilà. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais respectons-nous et travaillons pour que Obala, dont on parle ailleurs, comme une référence, soit réellement une référence. Cette référence. C'était un appel à l'unité et à l'union pendant la construction d'un développement collectif, et c'est important. Alors, monsieur le maire, nous sommes toujours à Obala. On parle, c'est la période vacancière. La commune a ses traditions et ses habitudes, stage de vacances, championnat de vacances. Sur quoi l'accent a été mis cette année? Alors, le championnat de vacances, est en train de se préparer. Nous sommes en train d'accueillir et d'acquérir des équipements. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous avons une entreprise citoyenne sans publicité, NHPC. Elle est partenaire de la radio, il n'y a pas de problème. Oui, elle est toujours derrière nous. Et d'ici quelques jours, dès que tout le casting est fait, nous allons lancer le championnat de vacances. Nous encourageons également une initiative privée, Ntondobe, qui organise un championnat de vacances de 15 ans. Ils l'ont déjà lancé
nous les appuyons un peu comme nous pouvons, tout comme nous appuyons ceux qui les organisent dans les autres villages. Avec leurs moyens, nous apportons ce que nous pouvons apporter pour que ce soit bien animé. Quant aux stages de vacances, ils sont généralement liés à la mobilisation des moyens. Bon, cette année, nous allons lancer une petite initiative qui ne fera pas autant d'écho que les précédentes, mais le stage de vacances commencera dans quelques jours par des élèves que nous voulons encourager parce qu'ils ont été très bons pendant l'année et nous nous sommes renseignés sur ces élèves-là. Quelques-uns auront donc la possibilité d'effectuer un stage et d'être appuyés à la fin pour essayer de bien préparer la rentrée prochaine. Donc, toutes ces activités sont maintenues, mais elles se feront à des degrés divers. À des degrés divers, la conjoncture étant passée par là. La conjoncture aidant. Ok. Monsieur le maire, sauf si vous avez autre chose à ajouter, j'ai pas les derniers rapports de vous appelez le conseil municipal pour vous interroger sur la situation à mi-parcours, les réalisations à mi-parcours. Sauf si vous avez autre chose, nous voulons faire le pas pour parler de cette autre actualité. C'est l'Assemblée nationale qui, il y a quelques jours, a donné mandat au chef de l'État. En tout cas, ils ont promulgué, ils ont légiféré sur 1 an de plus pour le mandat des maires et des députés. Oui, c'est une actualité, hein? C'est une actualité républicaine. Parce que certains peuvent penser que les maires se sont assis et sont allés demander la prorogation ou les députés. Non. Le gouvernement de la République travaille pour que les Camerounais soient à l'aise. Il y avait 4 élections prévues en 2025. Et vous savez, la mobilisation des ressources pour tenir 4 élections est souvent difficile. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Et pour ne pas mettre de côté les élections qui sont une partie de la vie publique, le gouvernement a pensé avec le chef de l'État qu'on pouvait les étaler sur 2 ans. Et le bureau de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil constitutionnel ont été consultés préalablement. Et la prorogation a été actée par un projet de loi pour 12 mois. Ça veut dire que les élections législatives ont été repoussées en mars 2026. Cela permet qu'une élection comme la présidentielle se tienne en 2025 et peut-être les régionales. Donc, c'est une occasion de donner la possibilité aux élus de parachever le travail qu'ils ont commencé à la tête du mandat et donc de mieux préparer les échéances à venir. C'est quelque chose de légal. Ce n'est pas une affaire tirée par les cheveux. Il faut que les populations comprennent ça. Quand on leur dit, on a prorogé le mandat, qu'ils se demandent, pourquoi on a fait ça? Non, c'est dans l'ordre normal des choses. Le chef de l'État a ses prérogatives que lui donne la Constitution et le Code électoral. Les députés, les sénateurs et le Conseil constitutionnel a son mot à dire. Tout ça a été fait et bien fait. Donc, il n'y a pas un problème politique ou un problème légal. Tout cela a été fait et ce n'est pas la première fois d'ailleurs.
C'est la troisième fois. C'est la troisième fois que, si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois. Cette prorogation est faite. Et les députés vont continuer à travailler, les conseillers municipaux vont continuer à travailler pour atteindre les résultats. Voilà. Mais avant de clôturer, je crois que je suis mieux placé pour parler de la commune. Nous sommes à mi-parcours d'un exercice. Le conseil municipal s'est assis, a recensé un certain nombre de besoins pour améliorer le cadre de vie des populations. Et vous savez que ce n'est pas par baguette magique. Ça se fait de manière à ce que les procédures soient respectées. Donc, et dans ce cadre-là, je voudrais dire à mes populations que tout est en train d'être fait pour que les projets que leurs conseillers municipaux ont arrêtés soient réalisés. Vous savez qu'il faut d'abord passer par la passation des marchés. Ça peut vous prendre 4 mois. Et quand j'ai consulté mon bord, je constate que la commission de passation des marchés a travaillé et est sur le point de livrer son résultat en proposant des attributions pour que les travaux commencent dans un mois. Et je dois déjà dire que en ce qui concerne l'homme n'est rien sans son bord. La construction d'un bloc de salle de classe à Kolmendoua s'est attribué. Il y aura donc un bloc de salle de classe là-bas. Et je regarde aussi la construction d'un forage équipé de pompes à motricité humaine en Koloa. C'est en train d'être attribué. Donc les travaux commencent dans quelques jours. Je regarde la construction d'un forage équipé de pompes à motricité humaine en Kotaban, à côté de Ndjindjing. J'en connais qui est heureux, ma conseillère municipale, qui est derrière moi depuis et qui peut commencer à sourire. Je vois la construction d'un forage équipé de pompes à motricité humaine à Yemsoa 3, Timdamba. Là, c'est aussi en voie d'être commencé. Je vois la construction d'un forage équipé de pompes à motricité humaine au CEAC de Zima, à Zima. Ils avaient déjà eu un, mais il a fallu un autre. Je vois les travaux d'extension du réseau électrique. Ça, c'est à Elinkouma. Ils sont sans courant depuis. Vers Etombidjoy. Et sur l'axe Nkwakwa. Ces travaux vont s'exécuter parce qu'ils ont déjà été attribués. C'est un montant de 25 millions. Je vois également l'extension du réseau à Mekas Nkoloa. À Fambasi, j'ai été à des obsèques là-bas. J'ai pu discuter avec mon frère Félix Koa, qui se plaignait de cet oubli qui n'en était pas un. On était en train de former le dossier. Et ils vont avoir ces travaux qui vont leur coûter 10 millions au budget de la commune. Ça commence bientôt. Donc mon frère, vous pouvez vous calmer pour cette doléance qui est déjà prise en compte. À Yemsoum, il y a la réhabilitation du centre de santé. Parce qu'un centre de santé avait été construit, mais il n'était pas vraiment opérationnel. Mes frères Mandoum de Yemsoum ont reçu donc 15 millions pour la réhabilitation de ce centre de santé. Je vois la réhabilitation du centre de santé d'Abono, qui a été construit, mais
qui n'était pas opérationnel. N'était pas opérationnel. Ça va commencer bientôt. Et la réhabilitation des routes de Minkama à Fané-Sélé, il y avait aussi un problème de ce côté-là. Minkama est un grand village. Et à Fané-Sélé regorge de beaucoup d'agriculteurs qui doivent pouvoir écouler leurs produits. Les travaux commencent bientôt. Je vois, d'après ce que la commission m'a envoyé, là ce n'est plus à Fané-Sélé, c'est Foulassi, Kolobili, Carrefour, à Fambassi, c'est aussi la route. Elle s'est dégradée. Donc, les travaux vont commencer parce que le marché a été attribué à un prestataire à 14 millions. Je regarde également la réhabilitation de Formacap et César Mendoum. Ce sont mes frères Mendoum qui ont reçu cette allocation et les travaux vont commencer bientôt. Je peux regarder également Kolbiam, Yemsoa et la bretelle qui d'un Koltom Yemsoa. Ce sont mes frères Vokani qui ont souffert également de ce tronçon qui va être réhabilité. Je vois Efok, Zoatupsi et Ndjiding. C'est une route très fréquentée et c'est une localité densément peuplée. Le marché vient d'être attribué et les travaux vont commencer bientôt. Je vois Abono, Kolcho et Ndjinding. Kolcho et Tombidjoy. J'ai visité ce tronçon. J'ai visité ce tronçon, il est en mauvais état et il sera réhabilité. Oui, 19 millions ont été mis là-bas pour que le prestataire qui vient d'être attributaire réhabilite. Je vois et son Minchang qui regorge un CEAC. Le CEAC a été construit mais n'a pas été finalisé. Donc 23 millions vont là-bas. Il va être opérationnel. Pour qu'il soit opérationnel cette année. Je vois également comme tous trois, oui, il y a une pompe, c'est un point d'eau qui s'est abîmé, il faut le réhabiliter pour 8 millions. Donc, des projets d'un montant de 230 millions viennent d'être attribués et vont être... Il y a le réseau électrique de Mekas. Je l'ai déjà vous l'avez évoqué. Oui, à Fambassi, qui a 25 millions et non 10 millions. Ah, donc, ok. C'était une précision. Oui, c'est des marchés attribués. Nous allons lancer les prestataires sur le terrain pour qu'ils fassent vite et que dans 2-3 mois, vous serez aidé aux évaluations. Oui. Que les réceptions de ces travaux soient faites. On comprend que... Et là, vous parlez des réalisations qui sont sous fonds propres de la mairie. Oui, c'est le budget communal. C'est toujours important de le savoir. Monsieur, mais, je m'en voudrais de ne pas vous interroger sur la question du pont du lycée. Il y a quelques années, ce pont a fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a tout un ministre qui était venu nous rassurer que le marché était déjà attribué, que l'entreprise adjudicataire devait commencer le travail et que les travaux qui étaient faits là étaient provisoires. Mais que jusqu'à aujourd'hui, que se passe-t-il? Nous suivons ce dossier avec le maître d'ouvrage qui est le ministre des Travaux publics. Parce que le marché a été effectivement attribué. Mais il y avait encore des procédures administratives. Et c'est payé par le fonds routier. C'est-à-dire que les fonds ont été débloqués. Et n'attendent que
le début et la fin des travaux pour être payés. Ce pont va coûter 250 millions. Et la route qui va avec a commencé jusqu'au lycée et va se poursuivre cet exercice. Donc, j'avoue qu'il y a eu un retard, mais le ministre est en train de prendre des dispositions parce que c'est un marché qui a été géré au niveau central. Donc, on va continuer à suivre. L'entreprise est connue. C'est le début, c'est les travaux qui doivent commencer. Et ces travaux vont commencer incessamment pour avoir un pont définitif, une route définitive et donc une mobilité sans faille de la part des habitants des quartiers à Bokono, des élèves des lycées généraux et du lycée bilingue. Ok, auditeurs de la 97.0 FM, nous prenons juste une pause de quelques secondes pour que vous vous réinstallez confortablement et que nous acheminons vers la fin de cet entretien avec le maire de la commune de Bala, Simon-Pierre Ediba, qui est venu répondre à l'essentiel des questions que pose la rédaction de Radio Eding par ma voix, ici présent. Alors, Simon-Pierre Ediba, qui nous rassure sur la réalisation du pont du lycée, qui était dans le maître d'ouvrage. Donc, il est comme nous en train d'espérer que le projet qui a déjà suivi toutes les étapes puisse être réalisé pour le bonheur de tous ces élèves du lycée et des lycées qui sont du côté de Bokono. Alors, monsieur le maire, nous parlons politique. Avant la politique, on parle quand même de décentralisation. C'est vous qui êtes, vous avez été les pionniers de cette transition de gouvernance vers la décentralisation et vous en avez aujourd'hui suffisamment d'expérience pour interroger la décentralisation qui a été présentée comme le comprimé qui pourra résoudre les questions de développement au niveau local. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de la décentralisation? Non, la décentralisation est en marche. La décentralisation est en marche parce que c'est un processus. Le gouvernement a voulu que ce soit un processus. Mais vous savez, l'homme est toujours un peu impatient. Parce que dès qu'on a dit décentralisation, les gens croient que tous les moyens sont là, toutes les règles sont définies, toutes les ressources sont là. Le transfert des compétences a été opéré. Le transfert des moyens d'action est en train de s'opérer. Et vous pouvez noter que il y a des moyens additionnels qui sont disponibles par la dotation générale à la décentralisation, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons que les choses aillent vite, mais nous devons tenir compte parfois de la conjoncture. Je vois bien la volonté du gouvernement d'aller plus vite, mais à certains moments, l'environnement international empêche l'État de se déployer. Nous voulons quand même dire que même si elle avance, il y a des choses qui peuvent aller plus vite. Certaines réformes, la fiscalité locale. Les mairies ne maîtrisent pas encore la fiscalité locale. Il faut qu'on fasse une réforme de la fiscalité locale. C'est-à-dire que on ne doit plus diluer la fiscalité de la mairie dans la fiscalité de l'État. Ils appellent ça unicité des caisses. Il faut que le maire maîtrise ce qu'il fait. Qu'il maîtrise son assiette et qu'il puisse collecter lui-même les taxes. Parce que quand ça monte, le retour n'est pas toujours facile. Ça met du temps. Et puis,
Il y a d'autres matières qui peuvent être intégrées dans la fiscalité locale pour que le maire voie ses ressources augmenter. Or, ce n'est pas encore le cas, mais c'est possible. D'ailleurs, le gouvernement a dit que les projets de texte étaient déjà faits. Il suffit de prendre les décrets pour essayer de faire la réforme. C'est important. Ce n'est pas pour le compte du maire, c'est pour le compte de la décentralisation. Donc, il faut cette réforme. Il faut également que les communes soient bien appuyées par la police municipale. Il faut qu'on forme la police municipale pour le compte des mairies pour que le désordre urbain s'arrête. Nos FMO ne sont pas capables tout seuls de faire ce travail. Il faut appuyer par la police municipale. Or, la procédure est encore un peu compliquée. C'est le ministre lui-même qui autorise. Mais le ministre est assez diligent. Il faut également que la fonction publique locale soit effective. Vous recrutez des agents, il faut les former, il faut les payer, il faut qu'ils aient une carrière décente pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller ailleurs. Donc, l'État peut aussi nous envoyer quelques agents qui ne servent pas à grand-chose là-bas pour venir travailler dans les mairies et nous appuyer pour que nous ayons beaucoup d'argent et donc prendre en charge ces agents. Si nous avons une fonction publique locale qui marche n'importe comment, les choses vont avancer davantage. Donc, il y a ces quelques réformes qui sont possibles. L'État a beaucoup fait. Il reste à affiner tout simplement les choses. C'est vrai qu'on vous a suivi dans plus d'un média. Vous étiez plus ou moins le porte-parole de plusieurs communes au Cameroun sur ces multiples réformes, notamment l'image que vous avez fait, la métaphore de l'argent qui monte et qui redescend parfois très lentement et qui plombe à suffisance, faut-il le dire, les élans de plusieurs communes. Cette réforme, nous espérons que votre voix portée à l'endroit de l'administration centrale pourra porter, parce que en même temps, on ne peut pas miser sur quelque chose et donner le sentiment de poser le pied sur le tuyau. Je crois que nous sommes sur la très bonne voie. Les projets de texte sont faits. Il suffit de les finaliser. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je fais confiance à ma tutelle qui œuvre jour et nuit pour que les choses avancent. Je fais confiance au président Paul Biya qui martèle tous les jours sur l'accélération de la décentralisation. Je fais confiance au Premier ministre, chef du gouvernement, qui tient demain de faire l'instance qui réfléchit sur les avancées de la décentralisation. Monsieur, on vous dira que le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de science. C'est-à-dire, du coup, ça peut donner lieu à des interprétations diverses. Non. Ils ont donné des délais. Tant mieux. Et les gens se battent pour que ces délais soient respectés. Pour le bonheur des communes, parce que la plupart des maires au Cameroun en souffrent. Parce que nous en souffrons. Nous sommes obligés aujourd'hui, parfois, d'aller prendre de la main-d'œuvre bénévole pour appuyer la commune. Je voudrais d'ailleurs
saluer les jeunes du CNJC qui se battent corps et âme, Conseil national de la jeunesse, à nous appuyer pour limiter le désordre urbain contre un encouragement qui n'est pas un salaire. Je leur demande de continuer à appuyer la commune de leur cœur, et quand les choses évolueront, ils seront les premiers. Vous les oubliez pas. Ils seront les premiers. Je le dis ici. Zogo, Monsieur Zogo, le président, et toute ton équipe, battez-vous. Vous ne serez pas oubliés. Sous le soleil et sous la pluie. C'est ce que vous appelez les comportements citoyens. Vous êtes citoyen et vous me rappelez ma jeunesse, parce que j'ai travaillé dans ma jeunesse sans demander absolument une rétribution. Ce que vous faites, je vous vois, le peuple vous voit, l'avenir vous voit, et vous pouvez être sûr que vous serez les meilleurs et les meilleurs gagnants. Il faut donc rester dans la même veine. Restez dans la même veine, que les gens se moquent de vous. Continuez de travailler. Vous travaillez pour la patrie, pour la commune et pour votre ville. Voilà, donc ce sont des patriotes. Je crois qu'ils ont compris c'est suffisamment. Et aux commerçants de Bala, tous mes encouragements. Même si vous avez quelques difficultés, c'est vous qui faites la force de Bala. Je ne veux pas savoir qu'un commerçant est en difficulté. C'est ça. Qu'on ne vous embête pas. Si on vous embête, vous vous référez à la mairie et on fera tout pour que vous continuiez à travailler pour nourrir Obala, nourrir Yaoundé, développer Obala, développer la Léké, développer le Cameroun. Merci monsieur le maire. On est en train de sortir de cet entretien et la dernière partie que nous évoquons en quelques minutes, il nous reste exactement 6. Alors monsieur le maire, là c'est le président de la section. Ça c'est parfois quand on a deux casquettes, le lien est rapidement fait. Alors nous préparons une année que la plupart des Camerounais, d'ailleurs le chef de l'État était le premier à dire, ce septennat est un septennat le plus important. C'est lui seul qui peut imaginer ce qu'il voulait évoquer, mais on a vite compris avec l'arrivée progressive de 2025 comme année électorale. On a parlé des élections tout à l'heure qui seront reportées, on attend juste la promulgation, mais une année quand même qui s'annonce quand même avec beaucoup d'interrogations pour pas mal de Camerounais. Alors le leader politique que vous êtes, quel est le discours que vous tenez aux militants du RDPC au regard de cette actualité qui a beaucoup de points d'interrogation? Alors, les militants du RDPC ne sont plus à convaincre. Ils ont choisi le meilleur parti, le meilleur leader qui est le président Paul Biya. Je sais que parfois il y a une petite agitation qui vient des gens qui veulent s'affirmer. Ils n'ont pas de place à Obala. Ils n'ont pas de place dans la Riquet Est. Ils ont fait le mauvais choix. Il est temps pour eux de revenir à des meilleurs sentiments, de venir vous voir, de faire chorus derrière le président Paul Biya. Que l'élection soit faite en 2025, plutôt ou plus tard, dites-leur que la meilleure voie, c'est le président Paul Biya. Et que la Léké n'est pas un département à prendre. Et qu'à Obala, il n'y a rien à voir. Même nos petites souffrances, nous les maîtrisons. Et nous voyons comment notre guide s'emploie tous les jours à atteindre les objectifs de développement qu'il s'est fixés. Regardez la route qui va aller à Yaoundé. Nous ne serons plus une petite ville. Nous serons la banlieue de la capitale. Regardez
comment les investissements se font autour d'Obala et de la Léquier. Ça veut dire que le président Paul Biya est à Yaoundé, il sait que nous sommes à Obala. La route qui est mauvaise là, elle sera déblayée. Dites à celui qui vient de notre parti pour venir vous dire que 42 ans de mensonges, que c'est lui le menteur. C'est lui le menteur. Le président Paul Biya a dirigé ce pays. Les gens ont voulu déranger en faisant des guerres à gauche et à droite. Il a maintenu le cap pour dire que Dieu lui a donné ce pays. Nous sommes derrière lui et qu'il va atteindre l'objectif de l'émergence en 2035. Et toute la politique que nous faisons est pour cette émergence. Restez en paix, restez en cohésion, aimez-vous les uns les autres. Je ne suis pas pasteur, mais je crois Vous n'en êtes pas très loin. que si mon frère du Nord va avec mon frère d'Obala, si celui qui est venu de chez les anglophones vend bien son commerce à Obala, Vend bien le héros. oh, le héros, Les gens d'Obala que j'aime d'ailleurs, aiment bien le héros. et si les ministres viennent de Yaoundé pour venir manger le piment à Obala et rentrer en étant très contents, c'est qu'ils savent que le centre du Cameroun, c'est Obala. Qu'on ne vous trompe pas. Morabemine Douga. Monsieur, pendant que vous avez la parole, puisqu'on est en train de refermer, que ferez-vous si le président, puisque lui me l'a dit, il ne sait pas si sera là ou il ira au village? Dans l'autre cas où il va au village, vous faites comment? Vous êtes déjà préparé pour les deux évidences? Il n'a pas dit qu'il ira au village. Non, il a dit si, je ne sais pas encore, si je serai là ou je rentre au village. Vous êtes un homme politique. Monsieur Novo, toi tu appelles sur un numéro où il n'y a pas d'abonnés. Ça, c'est le président qui l'a dit. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Et s'il le fait, monsieur le maire? Le président n'a pas dit qu'il va au village. Il n'a pas dit non plus qu'il sera là. Il a mis deux hypothèses. Pour le moment, il est là. Il n'a pas besoin de dire qu'il sera là. Puisqu'il est là. Bien sûr. Alors, pourquoi aller épiloguer sur ira-t-il au village? Restera-t-il? Le président Paul Biya est là. Morabimi Dugna, Pamgumoro Sova, Ouskarbina, Mamenena. Ok, monsieur le maire, il nous reste une minute. En étonne, si vous pouvez dire un dernier mot de façon résumée à nos auditeurs en étonne. Monsieur Kwal pour la si, Mamangaya Iton, pour la signe, Toma Tijam Kwal, Toma Atijamo, Mono Junanan Changu, Ikwa Initari, Ikwa Titama Kwana. Me bam ne me te karbam. D'ailleurs même que Dimbas me talna i kwati e que manga karmina me te womi taimina atare women me vo asunu mua tana kwami baridami petit chorna na ete yabna bui du ne nangu tarno to komdam do avoir wa ti joy do yon me te so me nyine va me yene tinye manga omita manga okana women ukana uso muraboza duga malo muraboro was carte zida bob nyamba ma etin ninga mose e yaiva e mawani e yaiva men e maseni feda miti yene jemna iding yuine dam tuma semonyon ou limrinya vel ou karina mot mwolun feda menumonyon me toi fangula bus me wo fangula bus no kuswa ida meti talu bala o bala nunguli chiswan o bala tulore bo chiswan bisa eche do bala ti yene na ba fi pai tu bon benga ligibe liga vui e pai che o bala so bo na nyati tong nam Cameroun nyati tong eche veta borbe ka bukuyanu manga amin karna
ton galapis, ton moussa, ton anglophone, bobola ibang. Mora que son chang va natimi zedwa. Maman ne simkala. Bedouga ya min abui. Bedouga ya min moro ne venatimi toi. Kari yani na nyati dukuni, nyati nalba. Paul bi yete tama gbalbebala. Ati jan engulisse. Nan nam ubo bomboy. Bitibi boba nam. Ibomba gbalbisa yombe maka kwa lomna bomaka kriye boy usine. Be gbebisa. Ibi bi ne bo nyaporo. Le po boba na. Mot. Ou vient là, na, ou vient dans ma telle ou Eiffel, na, et nous, vali. Ou bala souba la bon, ou bala souba la, asing, ou bala mintak, ou bala mbaï. Min bese mi tu kolen, mi kolen ana souba, nous bala bobo mbaï. Bi soba bi a kolengan. Et mami bi kolengan. Pour pasteur, bi bo kolengan. Bi veut bobo sungulan bous, bobo politique, bi a, bonne radio. Tobo soignos. Bematimne, bob mien, benga ke ningo soa, you bala, et oumi tere, me vemingang, zama barle pemina. Merci, monsieur le maire. Vous êtes à Radio Ding, donc on peut résumer tout votre propos par les Ding, l'amour. Donc nous sommes au bon endroit pour passer ces messages, quelles que soient les divergences d'opinion et des visions. Nous avons une ville et un pays à construire ensemble. Merci à vous à la maison de nous avoir prêté votre attention pendant ces 1h30. J'étais Michel Mevor pour conduire ces échanges avec le maire Simon-Pierre Rediba qui s'est prêté au jeu. On se retrouve dans un autre programme. Au revoir.